Pendant que le monde entier a les yeux rivés sur les images apocalyptiques de Gaza, que fait le Premier ministre Bart De Wever? Il envoie des cartes postales avec des crocodiles et des éléphants. Au lieu de montrer un peu de courage politique, le gouvernement belge repousse chaque débat de fond dans des commissions qui ne servent à rien. C'est de ça qu'on parle dans cet épisode de Tout bascule. Et ensuite, on parle de l'âge de la pension. Est-ce qu'il va bientôt passer à 70 ans, comme certains le voudraient? On en discute avec le spécialiste des pensions, Kim De Wit, qui vient de terminer un nouveau livre sur le sujet. Et pour finir, on se penche sur les plans du gouvernement pour recruter les jeunes dans l'armée. Sauf que, beaucoup de jeunes n'ont tout simplement pas du tout envie d'aller se faire tirer dessus au front. Bienvenue dans Tout bascule et vous le savez, abonnez-vous, partagez le podcast, parlez-en autour de vous. C'est la seule manière de continuer à grandir. Le monde entier voit les images atroces de Gaza, de la famille planifiée au nettoyage ethnique, des camps de concentration à la colonisation totale. Mais le Premier ministre Bart De Wever refuse d'interrompre ses vacances. Au lieu de réunir le gouvernement pour prendre des mesures fortes, ils organisent une nouvelle commission des affaires étrangères complètement inutile. Une de plus après une longue série. Et on décide de surtout ne rien décider. Nous avons aussi entendu l'appel de la population qui a dit clairement que ça suffit et que ça doit s'arrêter. Voilà ce qu'a dit Kathleen de Porter, députée de la N-VA, pendant cette commission parlementaire. Cette commission, elle ne s'est réunie que sous la pression d'en bas, la pression de la population. C'est bien qu'elle l'admette. Et elle ajoute: Nous sommes là pour échanger des idées et pour voir les mesures que nous pouvons déjà prendre aujourd'hui. Des choses qui ont été convenues au sein de la coalition Arizona et qui ont un impact réel. Donc écoutez bien ces mots. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour échanger des idées et voir les mesures que nous pouvons déjà, elle dit, prendre aujourd'hui. Déjà, aujourd'hui, sérieux? Ça fait 680 jours qu'on attend, 62 000 morts, 40 000 blessés qu'on attend, et on nous dit que la Belgique est déjà là. Vous savez, au PTB, en 22 mois, on est intervenu 60 fois avec des propositions concrètes de sanctions et d'actions. On est intervenu 28 fois en commission et 32 fois en séance plénière. Et à chaque fois, le gouvernement a balayé ça d'un revers de la main. À chaque fois pendant 22 mois. Et maintenant, la N-VA nous dit tranquillement, nous sommes là pour voir quelles mesures nous pouvons déjà prendre aujourd'hui. Franchement, ça me fait mal au ventre d'entendre ça. Et encore, ce n'est pas tout. Depuis le début de cette crise, la N-VA est du côté de la paix, de la population et d'une culture politique qui prend ses responsabilités. Nous prônons des mesures qui sont acceptables, réalisables, correctes au niveau juridique et au niveau international. On n'y arrivera pas avec des slogans. Pardon, donc la N-VA du côté de la paix depuis le début. La N-VA avec une culture de la responsabilité, sérieux. N'importe quel détecteur de mensonges explose direct avec des mots comme ça. Parce que pendant 22 mois, la N-VA a saboté toutes les propositions de sanctions. Chaque fois qu'il a fallu choisir un camp, c'est celui d'Israël que la N-VA a choisi. Bart De Wever lui-même a carrément dit que Israël était le camp de la démocratie, le camp de la lumière. C'est ses propos à lui. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui dans la N-VA. Des extrémistes comme le député Michael Freilich qui, en pleine guerre, tweet, je cite, « I eat watermelon as breakfast ». Je mange de la pastèque au déjeuner. Il faut savoir, la pastèque, c'est le symbole de la Palestine. Quelle provocation de la part de Freilich. Et ce n'est pas tout, parce que le 18 avril de cette année, après 50 000 morts à Gaza, ce même Freilich dit dans sa newsletter, « Chaque vie perdue est une tragédie. Et la mort d'un enfant, en particulier, ça me fend le cœur. Mais tragique ne veut pas dire que c'est moralement indéfendable. » Oui, donc la mort d'enfant n'est pas moralement indéfendable.
C'est ce que Freilich écrit lui-même. Voilà, c'est la culture de la responsabilité de la NVA. Et dans la presse flamande, Theo Franken a même déclaré le 18 novembre dernier, je cite, « En fait, il faut amener les Gazaouis dans d'autres territoires palestiniens. » Fin de citation. Ça, c'est clairement un appel à la déportation. La NVA et le MR, ce sont les représentants d'Israël dans notre gouvernement. Mais c'est trop facile pour la NVA de rejeter toute la faute sur le MR. La vérité, c'est que Bart de Wever et son parti soutiennent Israël de manière quasi inconditionnelle depuis le début. Ils ont saboté chaque appel à des sanctions. Et aujourd'hui, c'est rebelote. La NVA main dans la main avec le MR. Sur les 5 partis de la coalition Arizona, il y en a 3 qui ont insisté pour qu'on réunisse un kern. Le kern, c'est le conseil des ministres restreint avec le premier ministre et ses vice-premiers ministres. Et qui est le seul à pouvoir convoquer ce kern dans notre pays, c'est le premier ministre lui-même, donc Bart de Wever. Mais il n'a pas fait ça. Non, il a répondu à l'appel avec une carte postale numérique depuis l'Afrique du Sud, littéralement avec des crocodiles dessus. Les messages étaient très clairs. Bart de Wever a préféré faire des câlins à des éléphants plutôt que de convoquer un kern. La commission parlementaire de la semaine dernière a duré 5 heures et au final, il a été décidé de ne rien décider, encore une fois. Ça veut dire que la commission devrait se réunir à nouveau dans 2 semaines. Aujourd'hui, ça fait 580 jours que c'est comme ça. On fait de la politique avec des annonces. On fait des annonces pour annoncer la prochaine annonce où on va annoncer qu'il y aura bientôt une nouvelle annonce. Comme ça, ça marche. Il va peut-être y avoir quelques petites sanctions. Par exemple, on pourrait interdire aux 2 ministres israéliens les plus extrémistes d'entrer chez nous. Les 2 ministres les plus extrémistes. Mais c'est comme si les autres ministres du gouvernement Netanyahou ne l'étaient pas. Non, le problème, c'est pas seulement les 2 ministres extrémistes. Le projet d'Israël en soi, aujourd'hui, est criminel. En commission, j'ai dit clairement, le projet de ce gouvernement, c'est Ponce Pilate. Vous savez, s'en laver les mains et faire semblant de rien. Aujourd'hui, le monde entier voit que le génocide continue. Que 110 000 personnes sont dans la rue pour tracer une ligne rouge, que les syndicats des aéroports appellent au boycott des vols vers Tel Aviv et refusent de charger et de décharger, que des dizaines de recteurs et d'universitaires tirent la sonnette d'alarme. Et c'est justement à ce moment précis que certains politiciens tentent de s'en laver les mains au plus vite. De faire comme si depuis 22 mois, ils n'avaient rien à voir là-dedans. La réalité, c'est que pendant 22 mois, il n'y a pas eu d'expulsion de l'ambassadrice israélienne. Il n'y a pas eu de reconnaissance de la Palestine, pas eu d'embargo militaire ferme comme l'a fait, par exemple, la Slovénie. Pas de fermeture des missions commerciales à Tel Aviv, pas d'interdiction des produits israéliens, pas d'exclusion d'Israël du système SWIFT, rien de tout ça. Et pourtant, toutes ces mesures, on les a bien prises. Contre la Russie, mais pas contre l'Israël. Rien en 22 mois, ni sous le gouvernement d'ailleurs de Vivaldi, ni sous l'Arizona. Dans cette commission, j'ai dit aussi que Reginald Morales, un homme de 75 ans, avait plus de courage que tout le gouvernement réuni. En fait, Reginald Morales, c'est un ancien ministre belge qui est aussi un des cofondateurs de Médecins sans frontières. Et lui, il a dit la semaine passée dans une émission à la télévision flamande, il a dit ceci. Si vous avez des conventions internationales, alors il doit y avoir une sorte d'éthique mondiale. Même un petit pays peut défendre une éthique mondiale. Si le gouvernement belge démissionnait à cause de Gaza, ce serait une nouvelle mondiale. Ce serait le premier pays à considérer que ça vaut une crise gouvernementale. Ce n'est pas une remarque légère faite depuis un studio. Elle vient aussi de quelqu'un qui a été sur le terrain, qui a été ministre pendant 4 ans, qui a été confronté à une certaine situation. Il y a une limite, et cette limite est dépassée. Reginald Morales a raison. Cette limite, elle est dépassée depuis longtemps. Tant qu'on ne prend pas de mesures drastiques contre Israël, notre gouvernement reste complice. En commission, j'ai aussi remarqué un truc, notamment que la plupart des partis parlaient de ce qui s'était passé les dernières 48 heures, ou la semaine, ou les 15 jours précédentes. Presque
personne n'évoquait la situation d'ensemble. Pourtant, derrière la famine et derrière la destruction qui ont été délibérément organisées, il y a un plan. Commençons par la fin. Cette famine, elle n'est pas tombée du ciel. Elle a été planifiée et mise en œuvre minutieusement, avec d'ailleurs le soutien des pays occidentaux. Il faut écouter ce que dit le ministre de la Défense de l'époque, Yoav Gallant, le 9 octobre 2023. J'ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza. Il n'y aura pas d'électricité, pas de nourriture, pas de carburant. Tout est bouclé. Nous nous battons contre des animaux humains et nous agissons en conséquence. Voilà, c'était Yoav Gallant. On ne peut pas interpréter ça autrement. Et c'est exactement ce qui s'est passé sous les yeux du monde entier. Une stratégie de la faim décrétée et planifiée par des humains, avec des conséquences claires, des souffrances insupportables, la malnutrition, la déshydratation et un nombre incalculable de morts, y compris celles des bébés et d'enfants. En novembre 2024, la Cour pénale internationale a confirmé cette réalité. Elle a émis des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et quelle a été la réaction d'Israël à ce moment-là? Ils n'ont pas fait marche arrière. Non. Bien au contraire, ils ont attaqué massivement les travailleurs humanitaires. Plus de 400 travailleurs humanitaires sont tués par des attaques israéliennes, dit l'ONU. Et puis, qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël a ensuite lancé une campagne contre l'UNRWA. Et c'est quoi cette UNRWA? L'UNRWA, c'est l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Ça veut dire que l'UNRWA, c'est la principale agence d'aide des Nations Unies à Gaza. Une agence compétente, avec de l'expérience, qui savait ce qu'elle devait faire. Et donc, les Israéliens voulaient vraiment détruire l'UNRWA. Et pour y arriver, ils ont inventé un mensonge de toutes pièces. Ils ont dit que l'UNRWA avait été infiltrée par la Hamas. Résultat, une partie des pays occidentaux a cessé de soutenir l'UNRWA, pile au moment où Gaza sombrait dans la catastrophe humanitaire causée par Israël. Il faut savoir qu'en parallèle, Israël a aussi détruit la capacité des Gazaouis à se nourrir eux-mêmes. Plus de 95% des terres agricoles ont été rendues inutilisables. Et plus de 90% du bétail a été perdu. La pêche a été quasiment, totalement anéantie. Et une fois que le système d'aide de l'ONU a été démantelé, qu'est-ce qui s'est passé? Fin février 2025, les États-Unis ont créé une nouvelle organisation, la soi-disant Gaza Humanitarian Foundation, le GHF en abrégé. L'UNRWA, dans le temps, avait environ 400 points de distribution sécurisés. La GHF, aujourd'hui, a réduit ce nombre à seulement 4 centres. 4 centres, en plus lourdement militarisés, loin des gens, en pleine zone de guerre. En clair, pour avoir de l'aide aujourd'hui, il faut se mettre en danger de mort. Médecins sans frontières parlent de meurtre déguisé en aide. Les organisations de l'ONU qualifient carrément ces centres de pièges mortels et d'horreur. Depuis mai, en plus, plus de 1300 Palestiniens ont été tués près de ces centres. Et le 1er juillet de cette année, 169 organisations humanitaires comme Amnesty International, Médecins sans frontières, Oxfam, Pax Christi et aussi des organisations israéliennes de défense des droits de l'homme ont fait une déclaration commune pour demander l'arrêt immédiat des activités de la GHF pour protester contre ce déplacement forcé. La faim et la distribution de nourriture deviennent une arme au service d'un programme politique qui vise à expulser les Palestiniens. Et aujourd'hui, d'après l'ONU, un Gazaoui sur 3 n'a rien mangé depuis des jours. Et l'expert en famine Alex de Waal résume la situation en une phrase. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de cas de famine qui était aussi minutieusement conçu et contrôlé. Voilà, tout est dit. Jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, la faim n'a été créée et contrôlée de manière aussi précise et délibérée. Et en plus, ce qui rend cette famine aussi particulière, c'est que la nourriture, elle est là, prête à être livrée en 1 heure à peine. C'est ça ce qui rend cette famine organisée différente de toutes les autres crises de la faim. Des milliers de camions remplis de nourriture attendent à la frontière avec l'Égypte et la Jordanie.
Peu après le 7 octobre 2023, les dirigeants, les politiciens et les commandants militaires israéliens n'ont laissé planer aucun doute. Leur objectif, c'est détruire Gaza pour ensuite la coloniser entièrement. Et pour y arriver, ils utilisent la faim, ils utilisent la destruction. Au cours de 6 derniers mois, la population de Gaza a été géographiquement déplacée comme jamais auparavant, à une échelle incroyable. C'est comme si on déplaçait du bétail d'un point à un autre. D'abord, on a forcé les gens à fuir du nord vers le centre et vers la côte. Et ensuite, ils ont encore chassé 1 million de personnes de Rafah dans le sud vers le nord et vers la côte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes sont entassées dans une zone de moins de 45 km². À titre de comparaison, c'est l'équivalent de Tubize, dans le Brabant wallon. On y entasse 2 millions de personnes. Et pendant ce temps, 88% du territoire de Gaza est inaccessible aux Gazaouis. Ça, c'est la situation aujourd'hui à Gaza. Et que dit Denis Ducarme du MR dans la Commission des Affaires étrangères? Enfin, nous savons que dans la bande de Gaza, la situation n'est pas la même partout. On sait en effet qu'au sud et au centre, la situation est moins grave qu'au nord de la bande de Gaza, où la malnutrition aiguë atteint là-bas des records. On sait évidemment que le contrôle de ces zones est opéré par les différents belligérants. Non, monsieur Ducarme, la situation n'est pas moins grave. Gaza est entièrement assiégée et affamée. Il n'y a pas de moins grave. Et si il y a une petite différence à Gaza, c'est parce qu'ils sont en train de déporter 2 millions de personnes, monsieur Ducarme. D'abord du nord au centre, du sud au centre, et puis dans une minuscule bande de 45 km². Ça, c'était une politique délibérée. Israël suit un plan pour expulser les Palestiniens. Ça se passe sous nos yeux et aucun parti du gouvernement ne réagit face au MR. Ni les engagés, ni Vorot, ni le CDMV, ni la NVA. En mai de cette année 2025, Netanyahou l'a admis ouvertement. Il a dit qu'Israël détruit des maisons et des quartiers pour que les Palestiniens ne puissent jamais revenir. Ça, c'est le plan. Et qu'ils finissent par quitter leur pays. On appelle ça la politique de la terre brûlée. Mais ces mots-là, vous ne les entendrez presque jamais dans les médias traditionnels. Au final, le plan israélien, c'est la déportation des Palestiniens restantes pour qu'il n'y ait plus de Palestiniens à Gaza. Francesca Albanese est rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. Et elle explique très bien, le génocide, elle dit, est inhérent au settler colonialisme. Ça veut dire colonialisme de peuplement. Le génocide, dit Albanese, n'est pas un événement bref, ni isolé, non, c'est un processus long et systématique. C'est détruire et déplacer physiquement un peuple, ses structures politiques, sociales et culturelles. C'est considérer son existence comme une menace pour l'État colonial, elle dit. Un État colonial qui déclenche des mécanismes tels que la déportation, le nettoyage ethnique et l'empêchement des naissances. À Gaza, ce processus de génocide est le résultat ultime du colonialisme de peuplement. Voler des terres, expulser des gens, détruire la société palestinienne. Israël n'a jamais vraiment reconnu les Palestiniens comme un peuple ou une entité. Il mène, comme l'a décrit l'historien Ilan Pappé, une Nakba permanente depuis 1948. Une tentative constante de chasser les Palestiniens de leurs terres et d'annexer l'ensemble du territoire. Et ce n'est pas un scénario nouveau. D'autres États coloniaux historiques ont fait pareil. Les États-Unis et l'Australie, par exemple, qui ont fondé leur république ou leur État après l'extermination de la population autochtone. Mais Israël a un problème. Il agit en tant qu'État colonial à une époque où le monde se soucie des droits de l'homme et du droit international. La première question, la question principale, ça reste quelle est la solution. Et la première solution, ça, c'est bien sûr arrêter le génocide aujourd'hui. On ne peut que arrêter le génocide si on fait mal à Israël. Et on peut faire ça
qu'en imposant un embargo économique et militaire complet. En fait, c'est incroyable que notre pays n'ait pas encore pris ces sanctions après 680 jours de génocide. Il y a aussi la reconnaissance de l'État de Palestine. Bien sûr, je comprends très bien que certaines voix trouvent ce débat un peu hypocrite. Le docteur Mohamed Mustafa, par exemple, lui, il est urgentiste anglo-australien d'origine palestinienne. C'est aussi d'ailleurs un ancien joueur de rugby, d'où son surnom « The Peace from the Middle East ». Et lui, le docteur Mohamed Mustafa, en 2024, s'est rendu 2 fois en tant que médecin bénévole à Gaza. Et là-bas, il a réalisé des reportages vidéo depuis les urgences. Et lui, aujourd'hui, met clairement le doigt sur cette hypocrisie. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire vraiment de reconnaître un État palestinien? Qu'est-ce que ça veut dire quand un État palestinien est en train d'être détruit? Qu'est-ce que ça veut dire quand une génération d'enfants est en train d'être tuée? Qu'est-ce que ça veut dire cette reconnaissance? Qu'est-ce que ça veut dire cette reconnaissance quand vous fournissez des armes qui détruisent l'État que vous essayez de reconnaître? Qu'est-ce que ça veut dire quand vous reconnaissez un État palestinien selon les conditions des occupants et pas selon ce que la population elle-même veut? Qu'est-ce que ça a comme sens? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, la reconnaissance? Est-ce qu'on reconnaît le droit du peuple palestinien d'exister? Le droit à l'autodétermination? Et pourquoi maintenant? Pourquoi ça a pris si longtemps? Et pourquoi il a fallu un génocide et une potentielle expulsion de 2 millions de personnes de cet État pour qu'il soit en train d'être reconnu maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Oui, il a raison. Il y a quelque chose de vraiment hypocrite dans le débat, alors qu'il n'y a toujours pas de sanctions fortes et strictes contre Israël. Cela dit, la reconnaissance de la Palestine est importante, car elle est nécessaire pour bloquer l'annexion israélienne future de Gaza et de la Cisjordanie. En fait, si vous dites que vous ne voulez pas reconnaître la Palestine, vous donnez la permission de prendre Gaza et la Cisjordanie. Or, les colons doivent quitter la Cisjordanie, quitter Gaza, quitter Jérusalem-Est. Les colons sont illégaux et l'occupation est illégale. Même si ça aurait dû se produire il y a longtemps, la reconnaissance de la Palestine n'est qu'un début. Et ce n'est pas suffisant. Écoutez ce que dit l'ancien ambassadeur belge, Joseph Smith. La reconnaissance de l'État palestinien, c'est une étape importante. C'est symbolique, mais les symboles sont importants. Regardez l'Irlande, la Slovénie et l'Espagne. Encore beaucoup plus important, ce sont les sanctions économiques, à commencer par tout ce qu'il y a de près ou de loin à voir avec l'industrie de l'armement. L'Europe est le plus grand client des usines d'armes israéliennes. Ce pays est impliqué dans notre complexe militaro-industriel. On peut aller très vite et très loin là-dessus, sans avoir à attendre l'Union européenne. Arrêtons de penser que la Belgique est trop petite. Mettons enfin en place un embargo militaire et économique contre Israël. Il y a une majorité au Parlement pour imposer ces mesures. Nous proposons cette majorité alternative. Tout ce que les engagés Forat et le CD&V ont à faire, c'est de faire preuve d'un peu de courage pour mettre le MR et la NVA hors jeu et rendre cette majorité alternative possible. Voilà. Free Palestine. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial dans Tout bascule, Kim de Witte. Bienvenue, Kim. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Kim, tu es auteur, intellectuel et spécialiste en pension, connu comme l'une des voix les plus critiques du débat de la sécurité sociale en Belgique. Et tu viens nous parler de ton nouveau livre « Bosse, tais-toi et crève ». Kim, tu es aussi membre de la direction journalière du PTB. Et depuis 2024, tu es député fédéral. Et donc, je veux revenir à une de tes premières interventions à la Chambre. C'était lors du débat sur l'accord du gouvernement d'Arizona. Donc, il y a eu un débat très vif entre toi et le ministre des Pensions, Jan Jambon, de la NVA. On a en fait déjà parlé de ce débat dans le tout premier épisode de Tout bascule en février dernier, mais réécoutons ensemble un instant ce que disait Jambon. Vous le savez, parce que vous savez lire. Lisez l'accord de gouvernement. Arrêtez de raconter des mensonges. Informons les citoyens correctement. Le lendemain, Kim, tu as remis les points sur les i et Jambon a dû admettre qu'il avait tort et que toi, tu avais raison. Écoutons. Monsieur De Witte, je dois commencer par m'excuser. Pour moi, le dossier des pensions est encore assez nouveau. Hier, il était déjà tard. Je vais donc clarifier les choses, car vous avez en partie raison. Donc, ok, Kim,
Jan-Bon a dit que toi, tu as raison. Donc, ça compte comme première rencontre avec le ministre. Tu t'es immédiatement fait remarquer. Et comment ça se passe aujourd'hui, cette bataille politique avec le Parlement et le ministre? Comment toi, tu perçois ce débat aujourd'hui? Ça reste souvent agité, parce que chaque fois quand il dit un mensonge, une connerie, quelque chose dont je pense que c'est juste pas vrai, alors je réponds et j'interviens, soit dans le Parlement, soit sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est clair qu'il n'aime pas trop ça, se faire contredire. Ce qu'il a arrêté de faire, c'est dire menteur, mensonge, parce que je pense cette première fois-là, ça s'est pas bien passé. Donc c'est un peu plus poli, mais souvent c'est agité, crispé. Ok, mais donc tu es ici chez Tout bascule parce que tu as fini ton livre qui porte le titre « Bosse, tais-toi et crève ». Mais donc tu as déposé ton livre chez l'imprimeur. Comment tu te sens maintenant? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu as fêté ce fin du livre? Comment tu te sens? J'ai pas vraiment fait la grosse fête. Après, j'étais assez épuisé. Il faut dire aussi que c'est un travail collectif. Il y a beaucoup de gens qui ont aidé à écrire ces livres. Mais évidemment, c'est moi qui ai dirigé l'orchestre. Et donc oui, j'ai bossé à fond pendant quelques mois pour le terminer. Et après, j'ai surtout pris 2 semaines pour un tout petit peu me reposer, pour recharger les batteries, pour prendre la lutte en main. Parce que maintenant le livre est là. Maintenant, l'enjeu, c'est de l'utiliser et utiliser ça pour la bataille, pour nos pensions. Et un livre sur les pensions, mais comment tu t'es intéressé à ce thème-là? Parce que comme enfant, normalement, on n'est pas préoccupé avec ce thème des pensions, mais tu es devenu un des spécialistes en Belgique. À quel moment tu t'es dit, moi je vais m'intéresser à cette bataille politique sur les pensions? Oui, comme enfant, j'étais pas trop dans les pensions. Heureusement. Ça c'est vrai. Bon, mon père était syndicaliste, donc j'avais déjà un certain respect pour le droit social et aussi pour les gens qui travaillent avec leurs mains, parce que ça c'est un aspect, on va certainement en revenir dans le débat des pensions, cet aspect-là. Mais en fait, j'ai étudié le droit, j'ai été travailler dans un grand cabinet d'avocats à Bruxelles et ils avaient une section, donc une partie du cabinet qui travaillait sur les pensions et on était, je pense, 4 ou 5 nouveaux recrues et personne ne voulait aller là-bas. Tout le monde détestait ça parce que c'est pas que le droit, il faut savoir compter aussi, c'est beaucoup de chiffres. Moi, j'aimais bien et donc j'ai commencé à faire dans ce cabinet-là, travailler sur les pensions. J'ai fait ça 5 ans plus ou moins et en fait, mon ancien professeur de droit social m'a demandé à ce moment-là de faire une thèse à la KUL sur les pensions. Et donc, j'ai fait cette thèse et je suis, un peu par hasard, roulé dans la matière et j'ai découvert que, c'était assez fascinant quand même. C'est intéressant, je trouve, la bataille pour le droit au repos et la liberté à la fin de la vie. Et cette bataille, dans ton sous-titre de ton livre, tu le nommes le combat du siècle. Le combat du siècle pour nos pensions. Mais qu'est-ce que est véritablement un enjeu selon toi? Depuis le début de ce siècle, on attaque le droit au repos. Il y avait d'abord le pacte des générations, puis il y a le gouvernement Di Rupo, puis il y a le gouvernement Michel. Et chaque fois, on fait travailler les gens plus longtemps et on coupe dans les pensions. Et moi, je pense qu'ils vont juste pas arrêter. Ils vont continuer à faire ça. Et donc, soit on dit stop, on ne veut pas travailler, comme au Danemark, sans doute tu l'as vu, jusqu'à 70 ans, 72 ans, hop, soit on ne veut pas ça, on dit stop, soit on va vers ça. Et donc, tu vois, le repos ou l'arrêt de toute cette bataille-là, ça n'existe pas. À un moment donné, on doit dire, maintenant, on arrête. Et donc, c'est un peu lourd, mais j'appelle ça le combat du siècle. Pour clarifier, on est sur un carrefour, on doit dire stop, maintenant, sinon, on va perdre complètement, en fait, le droit à la pension et on va arriver dans une situation où c'est juste bosse, tais-toi et crève. Et tu n'as plus le droit au repos à la fin de ta carrière. Donc, cette situation que les gens bossent jusqu'à 70 ans, c'est pas un slogan, ça pourrait devenir la réalité selon toi. Oui, c'est un débat très réel. Le dernier livre vert, par exemple, la Commission européenne, parle de ça. Donc, ils disent 70 ans. De 70, 71, 72 ans. Pour toute une série de pays, la Belgique, par exemple, ils disent on va devoir aller vers 70 ans. L'Allemagne, 72 ans. Pour toute une série de pays, donc ils donnent ce chiffre-là. Puis,
très récent, le Fonds monétaire international, donc le FMI, a sorti un rapport pour dire, OK, on doit augmenter l'âge de la pension, en fait, en Europe, aux États-Unis, vers 70 ans. Et il y a des opinion makers ici qui disent ça aussi, qui commencent à défendre ça. Bart de Wever l'a déjà dit une fois, on va aller vers 70 ans. Donc non, c'est pas une hypothèse, c'est une possibilité réelle. Et le Danemark l'a fait. Ils ont décidé, il y a 2-3 mois, ils ont décidé d'augmenter l'âge de la pension vers 70 ans. Okay, si on parle du premier, Bart de Wever, c'est lui aussi qui dit que c'est quand même nécessaire, Kim, parce que, je le cite, il faut sauver la pension de nos enfants. Et aussi Jan Jambon, le ministre des pensions, lui, il a dit que c'est nécessaire parce que nous pensons que nos enfants et petits-enfants méritent aussi une pension. C'est ce que Jambon dit aussi. Toi, tu réponds quoi à cette idée qu'il faut sauver maintenant les pensions de nos enfants et nos petits-enfants? Ça, c'est en fait le premier mensonge qui est traité dans le livre, parce qu'ils disent ils font toutes ces réformes pour sauver les pensions de nos enfants. Mais quand tu vas analyser les mesures concrètes qu'ils prennent, ça n'a rien à voir avec sauver, ils les cassent en fait. Donc, par exemple, pour les salariés, il y a 5 mesures concrètes qui vont diminuer les pensions. Il y a d'abord le malus. Donc, tu vas perdre jusqu'à 25% ta pension si tu arrêtes avant 67 ans. Il y a un cap, donc un plafond sur toutes les périodes assimilées. Si tu as été malade, si tu as été au chômage, tout ça. Il y a un maximum si tu as été malade, très fort. Tant pis pour toi, tu vas perdre la pension. Il y a une diminution de la pension pour les gens qui prennent crédit en fin de carrière. Il y a une diminution de la pension pour tous les gens qui ont été au chômage temporaire, donc complètement en dehors de leur volonté. Et puis, il y a toute une série de mesures, mais une mesure qui touche beaucoup les femmes, c'est la suppression de la pension de survie, la suppression de la pension de ménage, la suppression de la pension de divorce. Donc, les femmes, il y a déjà une femme sur 3 qui a une pension en dessous du seuil de pauvreté. Et alors, ce chiffre va juste augmenter. Donc, quand tu analyses concrètement les mesures, ça n'a rien à voir avec sauver, c'est juste casser les pensions. Et même le comité d'études sur le vieillissement, ils ont analysé l'accord gouvernemental et ils disent les gens, nos enfants, en fait, vont perdre entre 9 et 12% de leur pension sous condition qu'ils travaillent 1, 2, 3 ans en plus. S'ils ne savent pas travailler plus, ils vont perdre encore beaucoup plus. Donc non, ça n'a rien à voir avec sauver, c'est juste la casse sociale du droit à la pension. Donc tu dis en fait qu'ils ne sont pas en train de sauver les pensions pour nos enfants et nos petits-enfants, mais ils sont en train de casser tout le système. Ce qu'ils utilisent comme argument pour le reste aussi, c'est tout ça est impayable, donc on ne peut plus payer notre système de pension. Est-ce que toi tu réponds à cet argument aussi dans ton livre? Oui, c'est un autre mensonge. Donc d'abord, au niveau de la payabilité, il y a 6 pays en Europe qui payent déjà plus pour leur pension que nous allons devoir payer en 2050. Donc l'Autriche, la France, la Finlande, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, ils payent déjà plus que nous allons devoir payer en 2050. Et une série de ces pays, 4 pays, payent déjà plus maintenant que nous allons devoir payer en 2070. Donc, si ces pays savent le payer, pourquoi nous ne savons pas le payer? C'est juste pas vrai. Ça, c'est 1. 2, avec toute leur logique maintenant militaire, ils ont décidé d'augmenter, tu as déjà revenu plusieurs fois dans d'où bascule sur cette affaire, mais donc ils ont décidé d'augmenter les dépenses pour l'armée avec plus que entre 3,5 et 3,7% du PIB. C'est 2 fois plus que l'augmentation des dépenses pour nos pensions dans les 50 années qui viennent. Donc comment ça peut être impayable? C'est pas du tout impayable. Ce qui est vrai, c'est que c'est beaucoup d'argent. Et pour eux, c'est de l'argent inutile. Parce que c'est des gens qui sont en repos, ils ne peuvent plus faire des profits sur ça. Donc leur vision, c'est on veut prendre cet argent, mais c'est pas du tout impayable, c'est parfaitement payable, mais c'est un choix de société. C'est un choix. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. Il y a beaucoup de messages sur le sujet. Moi, je reçois aussi beaucoup de messages. Il y a quelqu'un qui m'a écrit récemment qui dit « Écoute, Peter, j'ai
cotisé pendant 45 ans avec mon salaire pour ma pension et je ne reçois pas ce que j'ai cotisé, ni au moment où je le mérite. C'est donc, lui, il dit, du vol et c'est criminel. Et donc ce terme, je veux parler avec toi sur ce terme, le vol des pensions, parce que toi, tu l'utilises aussi, comme le monsieur qui m'a écrit. Pourquoi tu écris sur le vol des pensions? En effet, donc ça c'est un autre mensonge. Donc le gouvernement dit, nous allons protéger les droits, respecter les droits acquis, mais ils ne font pas. Et donc j'utilise ce terme vol dans le sens technique. Le traité européen des droits de l'homme, il protège aussi la propriété. C'est dans cet article, on protège la propriété. Et la pension, c'est qualifié comme la propriété dans le sens de ce traité. Pourquoi? Parce que la pension, avant, il y a longtemps dans l'histoire, c'était une faveur que l'employeur t'accordait quand tu travaillais. Mais maintenant, tout le monde est d'accord que ce n'est pas une faveur, c'est quelque chose que toi-même, tu gagnes avec ton travail. Une partie de ton salaire, c'est le salaire direct. Une partie, c'est mis de côté ton salaire indirect, ton salaire différé pour que tu prennes ta pension. Mais tout ce que tu as construit au fur et à mesure de ton travail, c'est des droits acquis, c'est ce que tu as construit. Et donc, si on va imposer un malus à un moment donné, on va dire, maintenant, on reprend un quart de ta pension parce que tu arrêtes de travailler avant 67 ans, on vole des droits acquis des gens. La même chose pour les fonctionnaires, ils vont requalifier toute une partie des droits acquis, toutes les pensions qu'ils ont déjà construites. Ils vont dire, maintenant on va la calculer d'une autre façon. C'est du vol pur et dur. Et donc oui, on peut parler du vol de pension et on doit aussi, d'abord, on doit tout faire pour arrêter ça via la résistance sociale. Et après, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont aller à la Cour constitutionnelle et à la Cour des droits de l'homme pour attaquer ça. Et ils ont beaucoup de chances de gagner parce qu'il y a plusieurs pays. Par exemple, l'Espagne a déjà été condamnée, ils ont fait des économies, requalifié des droits, et la Cour européenne a dit non, tu ne peux pas faire ça. La Serbie l'a fait, la Belgique a été condamnée pour justement la réforme de la pension de survie. Et donc oui, on doit le qualifier comme ça, c'est du vol de pension et ça ne va pas. Et dans ton livre, tu plaides aussi pour le retour de l'âge légal de la pension à 65 ans. Et pour toi, tu l'écris, c'est la logique même. Pourquoi tu dis que c'est la logique même que l'âge légal serait à 65 ans? On dit souvent, on doit travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. Mais en fait, c'est pas vrai. Donc ce qui est vrai, c'est qu'il y a plus de gens qui vivent une vie complète. Ça, c'est vrai. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est que tout le monde devient plus âgé. Ça, c'est faux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la pyramide démographique, donc le triangle que nous avons appris à l'école, c'est devenu plutôt un bloc, un rectangle. Donc, un appartement. Et sur cet appartement, il y a toujours un triangle. Donc, beaucoup de gens, maintenant, ils arrivent à 65 ans. 9 personnes sur 10 arrivent à 65 ans. Mais à partir de 65 ans, en fonction du métier que tu as fait, en fonction de ta santé, en fonction de l'accès aux soins de santé, tout ça que tu as, donc surtout en fonction de ton portefeuille, est-ce que tu peux payer des soins de santé chers ou pas chers. L'espérance de vie, il y a une énorme différence encore. Les gens qui sont plus riches, ils vivent 6 à 9 ans plus longtemps. Et quand tu vas voir l'espérance de vie en bonne santé, la différence est encore beaucoup plus grande. Donc, la vaste majorité des gens, entre 60 et 65 ans, ils sont fatigués, ils ont travaillé assez et ils disent « Ok, si je veux encore un peu profiter de la vie, je dois arrêter maintenant. » Si tu augmentes l'âge de la pension à 67 ans, ou si, on verra bien, si on va vers 70 ans, alors de facto, tu dis à une partie de la population, tu n'as plus droit au repos. On prend ton droit au repos et à la liberté à la fin de ta vie. Et oui, c'est donc bosse, tais-toi et crève pour toi. Et donc, je défends que tout le monde a droit à ce repos et donc on garde le droit à la pension anticipée, on garde le droit à la pré-pension pour les métiers pénibles et tout ça. Ouais. Donc, tu as déjà parlé sur la résistance potentielle judiciaire, mais peut-être aussi cette année, on va voir la résistance dans la rue. Donc, parce que est-ce que tu crois qu'on peut gagner ce bataille du siècle, comme tu le nommes, sur les pensions Es-tu optimiste dans cette lutte, oui ou non? Oui, je suis assez optimiste. Donc, de toute façon, pour aller à la cour et tout ça, les lois doivent être là. Donc, maintenant, personne ne doit aller à la cour, ça ne sert à rien. Donc, maintenant, on doit se battre. Et donc,
toujours, dans le passé, la pension, c'est un sujet de la lutte sociale. Ça a été construit comme ça et aussi les attaques qui ont lieu, il y a toujours la résistance. Maintenant, on voit que le gouvernement recule déjà sur plusieurs trucs. Par exemple, sur le malus pension, ils ont déjà dit, OK, toute la maladie, donc avant ils disaient, quand tu as été malade, peu importe, tu reçois le malus pension. Maintenant, ils ont dit, OK, les moments de maladie de courte durée, ça compte pas. Les moments de chômage temporaire, ça compte pas. Les moments de maladie de longue durée, on va encore voir, parce qu'ils sentent la pression sociale. Et ils sentent aussi que beaucoup de jeunes, et ça c'est intéressant dans la bataille aujourd'hui, parce que ça devient plus clair. Ça devient plus clair que la perspective qu'ils veulent nous donner, c'est juste travailler jusqu'à 70 ans. Les jeunes disent, mais OK, vous êtes complètement fous. Et donc beaucoup de jeunes aussi, je reçois beaucoup de messages de jeunes personnes qui disent, OK, ça ne va pas du tout, on veut pas ça. Donc le cadre devient plus clair, que la classe dominante n'a pas de perspective. Ils n'a pas de perspective sociale. C'est que la casse sociale qu'ils offrent aux jeunes aussi. Et donc, on doit utiliser ça pour augmenter la conscience, pour dire, si on veut encore un droit au repos, si on veut garder ça, repos, liberté à la fin de la vie, on doit dire stop maintenant. Et ça, oui, le 14 octobre à Bruxelles, je pense qu'il y aura beaucoup de gens dans la rue pour dire, j'espère, on va tout faire pour dire non, on ne veut pas ça, on ne veut pas cette société, on veut une société sociale où les gens qui sont malades ne sont pas punis, où les gens qui sont au chômage temporairement ne sont pas punis et tout ça. Donc le premier rendez-vous important, c'est le 14 octobre à Bruxelles pour protester contre ces plans-là. Ton livre sera là à la manif, je suppose. Dernière question pour finir, Kim. Si toi, tu prennes ta pension demain, qu'est-ce que tu feras en premier? OK. Bon, je profiterai, je pense, comme tout le monde, de mes enfants, de mes petits-enfants. Sans doute, je travaillerai un peu moins, mais sans doute, je continuerai aussi à travailler, à faire des trucs. Et c'est ça aussi. Beaucoup de pensionnés, c'est pas qu'ils arrêtent à travailler, c'est pas qu'ils les excluent. C'est un choix libre pour tout le monde. C'est un choix libre, mais ils sont souvent encore très utiles pour la société. Et donc, la vision libérale qui dit « OK, t'es pensionné, tu comptes plus, tu fais plus rien », c'est complètement faux. Donc, on verra bien. Heureusement, c'est pas encore très bientôt. Donc, mais ouais, je pense que tu serais heureux. Je serais heureux. Voilà, plus heureux. C'est ça. Je viens te visiter alors. Super. Merci beaucoup pour l'interview. Voilà. Merci à toi. L'OTAN veut que les jeunes deviennent des ambassadeurs de l'armée, plutôt que des ambassadeurs de la paix ou du climat. En Belgique et aux Pays-Bas, le gouvernement de droite envoie désormais des lettres aux jeunes de 17 ans. Au Danemark, les jeunes femmes de 18 ans sont aussi incluses dans le système de tirage au sort qui peut les appeler au service militaire. Mais une grande partie des jeunes n'a justement pas l'intention d'aller se prendre des balles pour les intérêts de ceux d'en nous. Écoutez la dernière partie de Tout bascule. Le gouvernement Arizona a conclu son accord d'été. Vous savez, celui que planifie le hold-up de nos pensions, comme on vient d'en parler avec Kim DeWitt. Eh bien, au même moment, Bart de Wever et compagnie ont conclu un autre accord. Un accord dont on parle beaucoup moins. Et je parle de la soi-disant vision stratégique de la défense de 2025. Le principe de cet accord est clair comme l'eau de roche. L'Arizona déclare que notre devoir est de suivre docilement l'OTAN et de faire tout ce qu'elle décide. Cet accord parle donc d'une vision stratégique de notre pays, mais pourtant, dans le même texte, l'OTAN est mentionnée pas moins de 170 fois. Donc on peut difficilement appeler ça une vision stratégique autonome. La vision de Frank et de son équipe est une vision dans laquelle notre pays n'est qu'une simple annexe de la vision de l'OTAN, avec la signature belge en bas de page. Franken, donc le ministre de Défense, veut que notre pays soit plus impliqué dans les missions de l'OTAN à l'étranger. C'est complètement différent de l'objectif traditionnel de la défense, qui est, comme son nom l'indique, de protéger notre territoire. Désormais, il ne s'agit plus seulement de défendre un territoire, il s'agit de participer à des missions partout dans le monde. Le rôle de notre armée change donc, dit Franken. Et c'est pourquoi notre armée doit elle aussi changer. D'une armée de défense à une armée capable de participer à ce que Frank appelle des interventions à l'étranger de haute intensité. On appelle ça des Wars
of necessity, des guerres de nécessité. Des guerres de nécessité. On pourrait penser que ça concerne donc des situations où notre pays est attaqué et où on n'a pas d'autre choix que d'entrer en guerre. Mais ce n'est pas ça. Non, il s'agit des guerres que l'OTAN juge nécessaire de mener elle-même. Donc il faut juste voir, regarder les guerres qui ont récemment été qualifiées de guerres de nécessité, donc la guerre en Afghanistan, l'invasion de l'Irak, les actions militaires en Afrique et au Moyen-Orient, tous des guerres de nécessité. Ces guerres qualifiées de nécessité ont finalement déstabilisé des pays et mis des millions de personnes en fuite. Donc le changement que Frank et l'OTAN veulent opérer signifie avant tout que beaucoup plus de moyens et de personnel devront aller à l'armée. Pendant des décennies, la défense belge a été axée sur la protection de notre territoire. L'objectif est maintenant axé sur les guerres de nécessité et ce qui signifie que la Belgique doit se soumettre aux grandes nations alliées dans les opérations de l'OTAN. Dans la pratique, cela signifie que notre pays va dépenser des milliards pour un nouvel arsenal militaire d'attaque. De nouveaux F-35, des frégates, des drones armés, des milliers de véhicules de combat et j'en passe. Du matériel militaire qui n'est pas conçu pour la défense, mais pour des opérations offensives loin de chez nous. La question logique est donc la suivante. Qui sera chargé de manœuvrer et d'utiliser tout cet arsenal? Ça, c'est le grand débat que l'OTAN veut maintenant imposer. Notre gouvernement, avec la NVA, le MR, mais aussi les engagés, le CDV vooruit, vise désormais une campagne de recrutement à grande échelle pour les jeunes. À partir de maintenant, tous les jeunes de 17 ans dans notre pays recevront une lettre du ministre de la Défense, Theo Franken, avec une offre pour une année de service militaire volontaire. Une année de service volontaire. Il n'y a aucune obligation, bien sûr, mais ça prépare les esprits des jeunes et de leurs parents à une participation militaire. Écoutez. Nous irons jusqu'au bout, et même un peu plus loin. Avec ce genre de vidéo, la défense montre « Nous avons besoin de vous ». Et vous, c'est aussi l'étudiant du secondaire qui réfléchit à travailler, étudier ou peut-être à rentrer dans l'armée. Il y aura un appel à tous les 17-18 ans, une lettre pour leur demander de participer à un service militaire volontaire. On a déjà essayé par le passé, et ça n'a pas toujours été un succès. Il y a eu beaucoup d'abandons. N'est-ce pas risqué ? Oui, il y a un risque. Il faut donc essayer de réduire le choc militaire et préciser bien sûr qu'il s'agit d'une formation militaire. Nous irons jusqu'au bout, et même un peu plus loin, ainsi parle notre armée. Et cette déclaration est déjà en soi tout un programme dur à avaler. Aller un peu plus loin que le maximum, qu'est-ce que ça veut dire au juste ? C'est ainsi que la militarisation est normalisée. C'est ainsi que l'exception devient la règle. C'est ainsi que la population est préparée à faire des sacrifices. Envoyez vos fils à l'armée. Envoyez vos filles aussi. Ils pourront alors aller mener nos guerres nécessaires. Oui, c'est vrai, ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire. Mais nous les achetons, nos jeunes. Nous leur donnons même 2 000 € par mois. C'est plus que le salaire minimum dans notre pays. Nous voulons que vos fils et vos filles deviennent des ambassadeurs de guerre de l'OTAN. Pas des ambassadeurs de la paix, pas des ambassadeurs du climat, non, des ambassadeurs de guerre de l'OTAN. C'est ça l'idée. Et c'est ça aussi que dit clairement quelqu'un comme le député fédéral Koumetsu de la NVA. Je considère ces jeunes qui sortent de l'école secondaire aussi un peu comme de potentiels ambassadeurs. Ils peuvent aussi peut-être contribuer à redonner une image un peu plus positive et réaliste de la défense à leur famille et à leur entourage. Non, la campagne pour les jeunes du gouvernement Arizona n'est pas une offre neutre. C'est un outil de propagande destiné à accélérer la militarisation de la société. Il s'agit de modeler les jeunes dans la discipline militaire, la hiérarchie et le chauvinisme. Theo Franken mise sur une nouvelle culture de la sécurité. C'est ainsi que les universités vont collaborer avec les entreprises de défense. Et c'est ainsi que les professeurs et les doctorants devront indiquer si leurs recherches peuvent servir pour le militaire. Mais, il y a un grand mais, tous ces va-t-en-guerre ont un problème. Une grande partie de la jeunesse n'a aucune envie de sacrifier sa vie pour la guerre. Un quotidien du nord du pays est allé dans la rue pour demander aux jeunes
ce qu'il pensait du projet de Franken. Et la journaliste n'a littéralement trouvé aucun jeune qui soutenait ce plan. Et ce jeune homme l'exprime très bien. Ce sont juste des gens riches qui veulent envoyer des gens moins riches pour leur propre intérêt. Et je ne soutiens tout simplement pas ça. Je me dis, s'il veut vraiment, il n'a qu'à y aller lui-même dans l'armée. Des gens riches qui veulent envoyer des gens moins riches pour leur propre intérêt. On ne pourrait pas mieux dire. Ce sont les fils d'ouvriers et des paysans qui peuplent les tranchées dans chaque guerre, tandis que les plus riches empochent les profits. Sous la pression de Washington et des États-Unis, le même débat a lieu partout en Europe. Comment pouvons-nous encourager les jeunes à choisir une carrière dans l'armée? Aux Pays-Bas, tous les jeunes de 17 ans, garçons et filles, reçoivent une lettre du gouvernement. Une enquête a récemment été jointe à cette lettre dans laquelle on demande aux jeunes leur motivation et leur intérêt pour travailler dans l'armée. De cette façon, les va-t-en-guerre peuvent mieux comprendre les raisons pour lesquelles les jeunes ne veulent pas s'engager. Car chez nos voisins du Nord non plus, les jeunes ne sont pas enthousiastes à l'idée d'aller se prendre des balles pour l'OTAN. Récemment, 200 000 jeunes ont de nouveau reçu une lettre les informant qu'ils sont appelables. Et en temps de guerre, cela peut signifier que vous devez aller au front. La lettre de conscription est de nouveau arrivée? C'est exact, je l'ai vue. T'es un peu prêt pour ça? Je vois que t'as déjà ton équipement. Tu te battrais pour les Pays-Bas si cela arrivait? Je ne pense pas que je le ferais, non. Pourquoi pas? Parce que je ne soutiens pas tout ce que ce pays fait. Tu n'es pas prêt à aller te prendre des balles? Bah non. Une enquête récente a montré que 3/4 des jeunes néerlandais entre 18 et 35 ans ne sont pas du tout intéressés à l'idée de se battre en cas de guerre. Lisez un instant ce que le service public de la radio néerlandaise a écrit à ce sujet. Pas ma guerre. Je ne suis pas prêt à me battre pour des caprices de dirigeants arriérés qui veulent faire de nous de la chair à canon, dit un participant résumant l'opinion d'une grande partie des jeunes. Beaucoup d'entre eux estiment que la guerre n'est pas leur problème et pensent donc qu'ils ne devraient pas avoir à résoudre ce problème. Voilà qui résume bien la situation. Et c'est un gros problème pour ceux qui sont en train d'aiguiser leur lame. Pour l'instant, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et d'autres pays utilisent encore des lettres de recrutement et du prétendu volontariat. Mais s'il y a trop peu de volontaires, la prochaine étape, c'est une mobilisation obligatoire. Au Danemark, la plupart des places sont remplies par le recrutement volontaire. Les jeunes à partir de 18 ans sont obligatoirement invités au Forsvarsdag, une journée où ils se familiarisent avec le service militaire. Ceux qui ne se présentent pas risquent une amende et peuvent même être interpellés par la police. Donc, le jour du Forsvarsdag, un tirage au sort a lieu. Un tirage au sort avec 3 issues possibles. A. Vous n'êtes pas appelé. B. Vous pourriez être appelé plus tard en cas de manque de volontaires. Ou C. Vous êtes appelé immédiatement. Nous sommes donc presque de retour au système de tirage au sort détesté d'un 19e siècle, où les fils de riches pouvaient racheter leur tirage au sort. Un système de classe, en d'autres termes. Nous n'en sommes pas encore là aujourd'hui, mais nous y allons à grands pas. Et ce n'est pas fini. Sous le prétexte de l'égalité, au Danemark, les femmes sont également intégrées dans le tirage au sort à partir de cette année. Les pays membres de l'OTAN essaient d'urgence de motiver les jeunes pour des opérations militaires, mais leurs campagnes de recrutement en disent long. On sent à travers ces campagnes la vision négative, cynique qu'ils ont des jeunes. Les jeunes seraient sans but, sans valeur, sans sens de l'organisation, sans discipline, et j'en passe. En d'autres termes, ils ont une vision très négative, paternaliste des jeunes. Ils les regardent de haut. Ce cynisme est en totale contradiction avec la réalité. Parce que toutes les études montrent à quel point les jeunes s'engagent massivement dans la société. Ils sont actifs dans les mouvements de jeunesse, dans les quartiers, dans les soins aux personnes, dans le bénévolat. L'idée que les jeunes n'ont pas de but ou de sens à leur vie est tout simplement un mensonge. Les gens font déjà des choses extraordinaires. C'est ce que dit aussi le jeune Wouter Radar du Conseil de la jeunesse flamande. Les jeunes font déjà ça très souvent. Les jeunes s'engagent déjà pour toutes sortes de choses dans notre société, souvent sans une compensation financière. Ce sont des jeunes qui font de l'accompagnement de personnes, qui font du bénévolat ou du travail de jeunes. C'est très varié. Et ce travail dans la jeunesse réclame depuis longtemps l'attention du gouvernement, y compris financière.
Cela vient de la motivation du jeune lui-même qui dit « cette forme d'engagement me correspond ». Nous voyons déjà les jeunes faire spontanément beaucoup de choses formidables. Alors encourageons-les et soutenons-les davantage au lieu de partir de cette vision négative des jeunes. Effectivement, c'est une chose positive que tant de jeunes s'opposent spontanément à la militarisation. C'est à nous de nous opposer à la militarisation de la société, d'encourager les jeunes à renforcer leur engagement et à garder leur esprit critique. Non pas au service des armes, mais au service de la société. Nous ne devons pas laisser la peur gagner, ni le cynisme. La véritable force d'une société réside dans les gens, dans leur créativité, leur solidarité, leur capacité à travailler ensemble pour une paix véritable et pour la justice. Les jeunes ne sont pas des pions dans un jeu d'échecs géopolitique. Ils sont les bâtisseurs de demain. À bas les armées de l'OTAN, à bas la guerre. Vive la jeunesse, vive l'avenir. C'était le 7e épisode de Tout bascule, dans lequel on a parlé de 3 véritables points de basculement. La génocide à Gaza et les blablabla insupportables du gouvernement, la lutte pour les pensions avec les analyses de Kim de Witte et enfin le service militaire alors que beaucoup de jeunes préfèrent utiliser leur énergie pour la paix ou le climat. 3 thèmes, un fil rouge, il est vraiment temps de se réveiller. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode avec un maximum d'amis et de taguer Tout bascule sur Instagram. On revient en septembre avec un épisode spécial en direct de Manifesta. On y accueillera Ignacio Ramonet pour parler de l'Europe et de l'Amérique latine dans un monde qui change rapidement. Tout bascule a été réalisé avec l'aide de Hille Feert, Ben van Duppen, Tien Sion et Stéphane Van Parijs. Merci aussi à toute l'équipe de Facto, ainsi qu'à Livia Lumia, Damien Roubert et David Bestiaux pour la version francophone. À très bientôt. Ceci est un podcast Facto, un média marxiste créé par le PTB. Si vous vous demandez comment le monde fonctionne vraiment, suivez Facto sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur votre plateforme de podcast préférée. Abonnez-vous à notre canal WhatsApp pour recevoir tous les derniers épisodes en exclusivité. Facto. Comprendre le monde pour le changer.